Merci beaucoup. Donc là, on va faire une petite séquence à la suite de cette partie vraiment biologie des espèces qui fixe un peu le cadre de déjà pourquoi vous avez des adventices dans vos parcelles. Il faut bien comprendre que ces espèces-là, elles étaient là avant vous, elles seront encore là après. C'est important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à se fixer un objectif de gestion et qui rentre effectivement dans vos objectifs économiques, environnementaux et des endroits où vous êtes dans le territoire. Il n'empêche qu'à un moment donné, on se posera toujours la question de à quel point il faut que je continue à gérer cette flore-là, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, parce que cette flore adventice, vous le savez, vous le pratiquez tous les jours, elle a un impact sur la production agricole. Et ça, en fait, il n'y a quasiment aucune étude qui peut le nier. On va voir dans la littérature scientifique que finalement, il y a quasiment, comme l'a dit Bruno, il y a beaucoup d'études qui ont travaillé cette question-là, de la nuisibilité de la flore. Il y a des réponses qui sont apportées, qui sont très variables. C'est pour ça qu'on a du mal à juger de la nuisibilité. Pour autant, il y a quand même très peu d'études, voire quasiment pas, qui démontrent que les mauvaises herbes ne sont pas nuisibles. Donc on prend le problème comme on veut. Est-ce qu'il y a des preuves de la nuisibilité? Est-ce qu'il y a des preuves de la non-nuisibilité? Il n'y a quasiment pas de preuves de la non-nuisibilité. Déjà, cette nuisibilité, elle a été décrite de différentes manières dans la littérature, et vous êtes confrontés à ces différentes manières un peu tous les jours. Il y a deux principales que j'ai mis là sur le schéma, que sont la compétition directe que fait la flore adventice en prélevant des ressources et du coup en diminuant et en générant des pertes de rendement. On appelle ça la compétition primaire directe. Elle peut être aussi indirecte, cette nuisibilité, parce que avoir des adventices, c'est aussi potentiellement baisser la qualité des récoltes, l'état sanitaire, augmenter les coûts de désherbage. Et là, on rentre dans des formes de nuisibilité qui sont très très peu quantifiées, dans lesquelles il y a très très peu de données pour alimenter ces informations-là. Et puis, l'autre forme de nuisibilité que vous connaissez très bien et qui est très importante pour vous, des enquêtes qu'on a pu faire auprès d'agriculteurs, c'est ce qu'on appelle la nuisibilité secondaire, c'est-à-dire le remplissage du stock semencier par la grenaison. Alors, ce qui est important au-delà de ça, c'est que vous puissiez vous questionner à un moment donné sur l'importance que vous accordez à l'une ou à l'autre, et ou aux deux. Parce qu'en termes de gestion de la flore adventice, accorder une très très forte importance sur la nuisibilité secondaire, c'est-à-dire sur le remplissage du stock semencier, c'est aller vers des stratégies de gestion qui sont très maximalistes, qui ne veulent laisser passer aucune mauvaise herbe, au risque de se dire que j'aurai des mauvaises herbes pendant 20 ans dans mes parcelles. Alors que, imaginez qu'on puisse avoir une gestion à l'échelle système, de pouvoir rattraper des situations, éventuellement de réadapter son système sur le long terme, parce qu'il y a eu un peu de grenaison certaines années, mais qui n'a pas généré de perte de rendement, a priori du moins, du coup ça change quand même la donne en termes d'objectifs. Et ça c'est important parce que si vous avez des objectifs de changement de pratique, aller vers moins de travail du sol, couvrir un peu plus les sols, limiter l'érosion, etc., et que vous voulez un peu changer votre système, il faut se poser la question de savoir si je suis prêt à changer un petit peu de vision de la flore, d'objectif de gestion de la flore, ou si je veux rester exactement dans le même cadre avec des objectifs de limiter mes pertes de rendement à tout prix et ou limiter le remplissage du stock semencier. Donc finalement, au-delà des preuves scientifiques de combien les mauvaises herbes sont responsables de pertes de rendement, c'est important de se poser la question de la perception que l'on a de cette flore. Alors quand on parle de ça, on se rapproche un petit peu des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, on peut s'éloigner un petit peu de l'agronomie, mais pour moi qui suis agronome et petit-fils d'agriculteur, c'est assez important de se visualiser que, au-delà du fait qu'on vous dira qu'il y a des mauvaises herbes qui ne sont pas nuisibles, le plus important c'est que vous ayez une vision particulière de la flore et c'est vous le dernier décideur de celui qui va mettre en œuvre les pratiques dans les parcelles. Donc quelque part, l'expérience que vous avez de la nuisibilité de la flore, des formes de nuisibilité, elle est parfois plus importante que les preuves dans les essais qui existent qui vous démontrent que la flore elle est nuisible ou elle n'est pas nuisible, parce que c'est vous le dernier décideur. Mais on a mené en France une enquête auprès d'agriculteurs, de conseillers agricoles, d'expérimentateurs sur des stations d'essai et des chercheurs qui travaillent tous sur la flore adventice. 1400 réponses dont je vous en présente l'analyse de près de 940 réparties en France. Et qui démontre quand même assez bien ce que disait Bruno tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on pose la question de savoir quelle est la perception que vous avez des aspects négatifs de la flore en rouge ou des aspects positifs de la flore en rouge, on voit très bien que globalement, tout le monde s'accorde à dire que les adventices sont plutôt problématiques avec une importance forte accordée aux aspects négatifs.
Par contre, une importance relativement faible accordée aux effets positifs. Alors on peut soit se dire que c'est normal parce qu'elles n'apportent pas d'effets positifs, ou alors simplement parce qu'ils sont peu étudiés, qu'on a peu de preuves et que pour l'instant on n'a pas la preuve que c'est quelque chose de très important. Et en tout cas, à mettre dans la balance, c'est plutôt négatif que positif la flore adventice. Et dans ces aspects-là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on voit assez bien que les pertes de rendement et le remplissage du stock semencier font partie des formes de nuisibilité les plus importantes pour les agriculteurs, les conseillers et les expérimentateurs et les chercheurs, alors que dans l'importance accordée aux aspects positifs, on est plutôt sur des choses autour de la fourniture de ressources aux auxiliaires, aux pollens, etc., et moins sur des aspects comme par exemple l'esthétique des paysages ou des aspects qui sont plus culturels sur la présence des adventices dans les paysages. Et qui existent comme terme de service au sens de l'évaluation des services de la flore, parce qu'il y a des adventices qui ne vivent que dans les parcelles agricoles. Et donc du coup, si on les enlève des parcelles agricoles, on perd de la biodiversité à l'échelle du pays globalement. Alors il y a plein d'études qui ont travaillé sur l'interaction entre des adventices et des cultures, parce que c'était les premières études qu'on a fait en malherbologie, en sciences sur les mauvaises herbes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les adventices sont plus nuisibles ou moins nuisibles sur les cultures. Et c'est une question qui, peut-être qu'elle vous semble réglée aujourd'hui, mais qui questionne encore beaucoup les malherbologues, c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent sur les mauvaises herbes, pour une raison très simple, c'est parce que le climat change, les systèmes changent, et donc du coup les relations de compétition changent complètement. Vous arrêtez de travailler le sol, les adventices ne lèvent pas aux mêmes périodes que quand vous travailliez le sol avant, et donc du coup il y a des relations de compétition entre la culture et les adventices qui ne poussent pas à la même vitesse, et du coup qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors je vais revenir sur quelques fondamentaux qui sont hyper importants à comprendre pourquoi c'est difficile de quantifier la nuisibilité. Notamment la compétition qui génère des pertes de rendement. Donc la compétition, c'est un phénomène qui se produit quand, en l'occurrence nous, deux plantes, là, une culture et une adventice par exemple, se partagent les mêmes ressources au même moment et ces ressources sont limitées. Si les ressources ne sont pas limitées, il n'y a pas de compétition. Si tout à l'heure, à la dégustation de notre fameux produit local qu'on nous a vendu à l'apéro, s'il y a suffisamment d'apéro pour tout le monde, on ne sera pas en compétition pour l'apéro. Mais s'il n'y a pas assez d'apéro, on sera en compétition, et je pense qu'il y a certains compétiteurs dans la salle qui seront plus compétitifs que d'autres pour préempter cette ressource. Donc c'est exactement ça la compétition. Donc quand vous mettez de l'azote, vous donnez cette ressource-là a priori à la plante, mais elle peut être préemptée par une adventice. Elle peut être d'autant plus préemptée que cette adventice a une capacité à pomper l'azote plus importante que la culture. Ce qui nous amène du coup à parler de concepts par exemple de nitrophilie des adventices, qui sont des espèces qui vivent sur des milieux relativement riches et qui du coup ont une capacité à préempter et à répondre dès qu'il y a de la ressource en termes de croissance et donc à pomper cette ressource beaucoup plus importante que d'autres espèces. Les crucifères par exemple, qui sont connus en termes de couverts comme étant des pièges à nitrate, sont des espèces qui répondent en termes de croissance dès qu'il y a de la ressource, notamment azotée. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que les premières études de compétition, l'idée c'était de mettre, donc c'était un Allemand qui a fait ça, il a mis des sarrasins dans un volume de sol donné et il s'est rendu compte que le poids de chacune des plantes, quand il augmentait le nombre des plantes, diminuait. C'est-à-dire qu'il a un volume de ressources donné, il a un sol, il fait 1 kg, il y a un certain nombre de ressources dedans, et quand il augmente le nombre de plantes, les plantes sont plus petites individuellement. Donc il y a bien cette idée qu'on se partage des ressources et ces ressources, elles sont limitées. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à vous dire les mauvaises herbes sont responsables de tant de pertes de rendement. Parce que quand on augmente la densité de flore adventice, on sait que globalement les pertes de rendement elles vont augmenter jusqu'à un point donné où c'est tellement saturé le milieu que du coup il n'y a quasiment plus de culture et donc du coup il n'y a plus de perte de rendement. Enfin tout du moins elle est à 100% cette perte de rendement. Et c'est ça, ce genre de travaux qui a amené à la définition des seuils de nuisibilité. Ces seuils de nuisibilité qui disent que quand on met une adventice et une seule en contact avec une culture et une seule, eh bien quand on augmente la densité de la flore adventice et qu'on dépasse un certain seuil, on a des pertes de rendement. Donc ces seuils de nuisibilité, ils traduisent ici que le gaillet, 1,8 gaillet par mètre carré,
réduisent le rendement de 5% de la céréale. Or, par rapport à ce que je vous ai dit, s'il y a plus de ressources dans le sol, si vous avez tout fait pour augmenter la fertilité de vos sols, vous avez mis des couverts, que vous avez apporté de la matière organique, que vous faites en sorte de construire un capital sol, a priori, vous pouvez très bien avoir 10 gaillets par mètre carré et très peu de perte de rendement, alors que sur un sol beaucoup plus pauvre, où il y a beaucoup moins de ressources, où il y a plus de compétition, 1,8 gaillet va générer énormément de compétition. Et ça a été pas mal démontré par des travaux qui démontrent que quand on augmente la densité de panique pied de coque sur du maïs, par exemple, en fonction des années, 82-83, la relation de l'effet de l'augmentation de la densité sur les pertes de rendement n'est pas du tout la même. Et donc le seuil de nuisibilité qui en découle n'est pas du tout le même. Donc les seuils de nuisibilité ne renseignent pas sur les pertes de rendement générées par la flore adventice. Elles renseignent à la limite sur un classement en disant cette espèce-là est globalement plus nuisible que celle-là. On sait très bien que les petites espèces, les pansés, les capselles, etc. sont moins nuisibles que des grosses espèces, des raies gras, des vulpins, etc. Mais par contre, on ne peut pas dire, le vulpin génère, on sait que le vulpin génère 10% de perte de rendement et que quand on dépasse 10 plantes par mètre carré, c'est problématique. Ça dépend. Alors, c'est une réponse de chercheur, ça dépend. Vous le savez très bien, on dit tout le temps ça dépend, ça dépend, ça dépend, mais c'est hyper important que vous visualisez qu'on ne peut pas donner de valeur de perte de rendement parce que ça dépend beaucoup trop des ressources du sol, de qui lève en premier et de qui préempte les ressources en premier. La meilleure manière dont on a trouvé de quantifier les pertes de rendement, c'est de faire ce qu'on appelle des essais désherbage. Donc les essais désherbage, si on veut tester des produits, alors que ce soit mécaniques ou chimiques, ou des techniques de désherbage, et donc du coup on va avoir des situations où on a de la flore et on va désherber. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a des situations avec désherbage et sans désherbage, avec flore et sans flore. Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va quantifier les pertes de rendement réelles, c'est-à-dire quand on désherbe, il passe toujours de la flore adventice à travers ce désherbage, et ça génère une perte de rendement qu'on appelle réelle. Très souvent, elle est de l'ordre de 5% en moyenne dans la majeure partie des cas, donc vous savez que vous avez laissé passer de la flore à travers, vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel de production, mais il y a toujours une petite perte de rendement qui est relativement négligeable. Et si vous n'aviez pas désherbé, globalement, vous auriez une perte de rendement potentielle, maximale, qui là varie énormément en fonction des flores, des cultures, des situations de production, etc. Quand on fait un essai désherbage, ce qu'on fait, c'est qu'on compare cette situation où on avait sans désherbage et cette situation avec désherbage. Et en fait, quand on compare une parcelle qui est désherbée et non désherbée, on n'évalue pas la compétition de la flore adventice, la nuisibilité de la flore adventice. On évalue le gain de rendement lié au désherbage. Puisque ce qu'on fait entre les deux, c'est qu'on retire des adventices, mais en même temps, on a désherbé, mécaniquement ou chimiquement, et on ne peut pas nier qu'il y a un impact du désherbage sur la flore. Donc, du coup, quand on fait des essais désherbage, et on a évalué un réseau d'essais menés en France avec les instituts techniques en France, on a rassemblé 110 essais qui ont été menés entre 1993 et 2015 sur 96 communes en France, 41 départements, sur le maïs, le colza, le tournesol, etc. Et donc on a évalué la perte de rendement, comme on fait classiquement, différence entre témoins non traités et traités, et qui démontre globalement qu'il y a une très très grande diversité à l'échelle de la France et des années, des pertes de rendement qu'on a quantifiées, jusqu'à des pertes de rendement significatives ici en bleu, jusqu'à des pertes de rendement non significatives ici en rouge. Alors, ça fait un peu bondir tout de suite, notamment les instituts techniques qui travaillent sur le colza, puisqu'ils se disent on ne peut pas montrer ces chiffres-là. Ces chiffres-là démontrent que dans 50% des cas, la flore en colza n'est pas nuisible. Donc si elle n'est pas nuisible, le désherbage n'est pas justifié. En fait, il faut juste visualiser que derrière ça, il faut regarder quelle était la flore. Est-ce que réellement il y avait de la flore qui permettait de générer des pertes de rendement? Et dans ces situations rouges, effectivement, ce sont des essais désherbage qui ont été mis sur des parcelles où il n'y avait pas une densité de flore très très importante au point de générer des pertes de rendement, et donc il n'y a pas de différence significative entre témoins traités et non traités. Et globalement, la conclusion qu'on a fait ensemble, c'est que ces essais désherbage, ils permettent tout simplement non pas d'évaluer la nuisibilité des adventices, mais plutôt le bénéfice à désherber sur les pertes de rendement. Ça, c'est hyper important parce que peut-être vous avez entendu parler d'un certain nombre d'études qui visaient à dire que
le désherbage ne servait à rien ou les herbicides ne servaient à rien, mais parce que en fait, ces études-là ne quantifient pas la flore avant et après intervention, qu'elle soit chimique ou mécanique. Et c'est hyper important de visualiser que quand on regarde l'effet d'une pratique, on ne quantifie pas la nuisibilité biologique de l'espèce, mais plutôt le gain lié à la pratique agricole. Et on a écrit ça et on pourra vous transmettre les études dans pas mal de littérature grise avec les instituts techniques sur le tournesol, sur le colza et dans un bouquin que Bruno Chevel a coordonné en français sur la gestion durable de la flore adventice. Pour autant, tout ce que je viens de dire jusqu'ici, ce sont des études qui ont comparé la nuisibilité de différentes espèces quand l'espèce adventice toute seule était en concurrence avec la culture. Or, vous savez très bien que dans vos parcelles, il y a plein d'espèces, parfois même beaucoup, quand vous êtes dans des systèmes très innovants, dans des systèmes sans travail du sol, on sait qu'il y a beaucoup plus d'espèces que dans des systèmes avec du travail du sol, et qu'on connaît très mal la nuisibilité d'une communauté d'espèces, d'un ensemble d'espèces, d'un assemblage d'espèces. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça amène à se dire, est-ce qu'une communauté qui serait très diversifiée, est-ce qu'elle serait beaucoup moins nuisible qu'une communauté qui ne serait pas du tout diversifiée? Et vous ne le savez peut-être pas encore exactement, mais je vais vous montrer avec les résultats qui sont là qu'il y a quelque chose que je pense vous visualisez assez bien dans vos parcelles. C'est le fait qu'à chaque coup que vous avez des problèmes de gestion de la flore, c'est quand vous avez une flore qui est dominée par une espèce. Que vous traduisez en disant « j'ai un problème de régras ». J'ai un problème de moutarde, enfin de séné, j'ai un problème de mercurial, etc. Pourquoi vous avez un problème de cette espèce alors qu'il n'y a pas que cette espèce dans vos parcelles? C'est parce qu'elle a pris le dessus, elle est dominante dans la communauté adventice. Il y a d'autres espèces, mais qui en abondance sont plus faibles que celle-là, et celle-là, elle a pris le dessus. Et donc on a démontré ça avec mon ancien doctorant, là, Guillaume Adeux, où on a fait des essais sur des céréales pendant 3 années, où on avait des situations désherbées, non désherbées, avec flore adventice, sans adventice, là, exactement ce que je vous ai montré avant. Et donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on était sur blé, on a suivi à différents stades du blé, élongation, épiaison, remplissage, et à maturité des cadras à l'intérieur d'une situation homogène en termes de flore, qui étaient avec ou sans adventice, et des situations qui étaient désherbées, non désherbées. Cette photo-là est prise sur une zone très infestée en vulpin. Et donc, du coup, on a fait le schéma complet là, d'évaluation des pertes de rendement, potentielles, réelles, etc., etc. Du coup, on tombe sur des chiffres d'évaluation de la nuisibilité, mais qui sont très dépendants de notre situation de production. Donc, ils ne sont pas à généraliser, mais en tout cas, sans désherbage, on voit qu'en céréales, on perd globalement 30% de perte de rendement, alors qu'avec désherbage, on a une perte qui est non significative. C'est même s'il y avait de la flore qui est passée à travers notre désherbage, globalement, elle a eu quasiment aucun impact sur le rendement. Et on a redémontré et redémontré cette fameuse relation qu'on connaît partout, c'est que quand on a plus de biomasse adventice, voilà, en termes de quantité de biomasse produite, eh bien on a beaucoup moins de biomasse de culture. Donc là, on traduit vraiment une relation de compétition. Il y a de la ressource qui est pompée par les adventices, elle est pompée au détriment de la culture, et donc sa biomasse baisse. On voit que quand on prélève des plantes à des stades beaucoup plus précoces qu'à des stades tardifs, on voit moins cette relation-là, parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'adventices à des stades précoces qu'on voit encore la compétition. Donc il faut vraiment aller à des stades hyper tardifs. Alors ça démontre un truc qui est très gênant pour nous. C'est parce qu'on est uniquement en capacité de vous dire que la flore elle a été nuisible qu'à des stades tardifs et en allant prélever de la biomasse dans des champs. Donc on est capable de vous dire à floraison du blé au mois de mai ou début juin, qu'il va y avoir, qu'il y a une forte nuisibilité à ce moment-là. Et c'est beaucoup trop tard pour faire des rattrapages cette année-là. Ça permet juste d'envisager des pratiques de gestion beaucoup trop tardives. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des indicateurs précoces de cette nuisibilité pour vous dire attention, plus tard cette flore-là elle sera nuisible. Et ce qu'on a démontré à travers ça, c'est que quand la flore elle était plutôt équilibrée, c'est-à-dire quand on se rapproche de 1 là, toutes les espèces que l'on a ici, elles ont à peu près la même biomasse et ou à peu près la même densité, eh bien on avait plus de production de la culture. Alors que quand on était sur une flore complètement déséquilibrée, avec une espèce qui domine complètement la communauté, du coup on était sur des biomasses qui étaient beaucoup plus faibles. Donc biomasse et rendement par la suite. Et en fait ça c'est dû à quoi? C'est tout simplement que quand on augmente l'équitabilité d'une communauté, c'est-à-dire quand elle n'est pas dominée par une seule mauvaise herbe, globalement on baisse la biomasse des adventices.
Ça veut dire quoi? Imaginez, vous avez une parcelle, vous avez du vulpin, mais vous avez aussi d'autres espèces, versus une autre parcelle qui a à peu près le même contexte floristique. Dans cette situation-là où on a une équitabilité égale à 1, ça veut dire que toutes les espèces produisent à peu près la même biomasse, autant le vulpin que la petite Véronique et la capselle, etc. Alors que quand on est proche de 0, la biomasse, elle est majoritairement dans le vulpin. 90% de la biomasse est dans le vulpin ou le chardon ou le régras, etc. Donc là, ça veut dire que les compétitrices, le vulpin, le régras, etc., ont une biomasse qui est équivalente aux non-compétitrices. Donc du coup, la biomasse, elle est faible. Et là, on est dans une situation complètement déséquilibrée, dominée par les espèces compétitrices. Donc ça nous indique qu'il faut qu'on arrive à une communauté de flore adventice dans nos parcelles qui soit équilibrée et qui ne soit pas dominée par une espèce. Ça ne dit pas comment il faut y arriver, mais ça donne un objectif en termes de flore. C'est-à-dire qu'on peut accepter d'avoir plein d'espèces, mais il faut que ces espèces, elles aient à peu près la même quantité de nombre de plantes et ou de biomasse. Et c'est à cette condition-là qu'on va limiter les pertes de rendement générées. Donc ce ne sera pas grave d'avoir du vulpin en soi, mais il ne faut pas que le vulpin y produise 90% de la biomasse générée par une communauté. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cet indicateur d'équitabilité des communautés qu'on avait observé au mois de décembre dans les blés, il était très très corrélé à l'équitabilité qu'allait devenir cette communauté plus tard. Donc si par exemple, très tôt dans votre cycle, vous voyez que vous avez une communauté adventice dans vos parcelles qui est complètement dominée par une espèce, vous pouvez à coup sûr vous dire que cette communauté-là, plus tard, va être complètement dominée par cette espèce-là. Et c'est ce que vous faites en disant, du coup, je vais choisir des techniques de désherbage qui vont essayer de cibler ces espèces-là, avec la contrepartie que vos pratiques de désherbage vont aussi cibler les autres. C'est-à-dire que c'est très très difficile de se dire, je ne vais retirer que le vulpin ou que le régras de ma flore. Et pourtant, c'est ces techniques hyper sélectives qui permettent justement de retirer les compétitrices au détriment des non-compétitrices. Et ça pose beaucoup de questions sur est-ce que finalement des techniques de désherbage mécanique, par exemple, sont en capacité d'être très sélectives. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas de la télédétection des adventices et de la reconnaissance, on sera que dans des méthodes non sélectives de désherbage de la flore. Donc oui, la flore, elle est nuisible si elle n'est pas désherbée. Non, toutes les communautés adventices ne sont pas nuisibles. Les communautés qui sont plutôt équilibrées sont beaucoup moins nuisibles, voire pas nuisibles dans certaines situations. Et les seuils de nuisibilité sont inutilisables pour raisonner le désherbage et en tout cas pas du tout indicatifs des pertes de rendement qui sont générées par les adventices.